Le fleuve Clou, dans la localité de Logozo, est dépeuplé. Des déchets chimiques ont pris la place de l'eau dans le fleuve. Un peu avant ce désastre écologique, l'alerte a été donnée courant B à Atiébé. Des poissons retrouvés morts le long du lac Tohou. Face donc au drame, des cris de détresse. Peu après, c'est la presse qui rapporte les résultats d'une enquête sur la qualité du carburant toxique vendu dans les stations de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. La dégradation de l'environnement, mesdames, messieurs, vous le savez, n'est pas sans effet nuisible sur la santé de l'être humain. Il est donc ici où il sera question d'établir sur quelques causes et conséquences du phénomène, explorer également l'arsenal juridique afin d'envisager les solutions face à cette menace. Bonjour et bienvenue sur l'émission Ici et ailleurs, dont le volet environnement sera donc consacré à la pollution environnementale en Afrique de l'Ouest, KID, de la santé des populations. Et pour en parler, je reçois pour vous Stanislas S. Godonou, expert en gestion des risques et catastrophes. Merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est bien sûr Alain Tosoudon. Il est journaliste, spécialiste en eau et environnement, coordonnateur régional du réseau des journalistes pour l'Afrique, pour l'eau et l'assainissement de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Tosoudon, encore une fois, merci d'être là. Bonjour, le plaisir est à moi de vous dire absolument merci pour l'invitation. Les eaux de surface sont polluées, l'air n'en est pas épargné. Que faire, monsieur Godonou? Vous êtes donc dans cette République du Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest. Le phénomène est quasi cyclique et également propre ou spécifique à chaque pays, mais chez vous beaucoup plus au Bénin. La menace, elle est palpable. Bien sûr que oui. La menace en ce qui concerne la pollution de l'environnement est très forte. Et parce que, tel que vous l'avez dit, vous n'êtes pas sans savoir que l'environnement béninois est pollué. Lorsqu'on parle de pollution, c'est qu'il y a des substances ou bien des gaz qui sont émis dans l'environnement et peut avoir des conséquences néfastes pour la population. Et donc, nous avons plusieurs types de pollution. Vous savez très bien, nous avons la pollution atmosphérique, telle que vous l'avez dit. Nous avons la pollution des eaux. Et actuellement, vous avez fait cas de la pollution des eaux, par exemple, lorsqu'on parle du lac Toro et ce qui s'est passé là-bas, nous avons tous été informés. Donc, d'entrée de jeu, je pense que c'est ce que je peux dire. Et dans la suite, nous pouvons aller en profondeur. Alain Tosoudon, l'environnement, il est pollué, du moins, donc au Bénin. Les eaux de surface sont polluées, l'air également. Est-ce que vous pensez qu'il y a une menace qui plane sur la population? Non, la menace environnementale, elle est là, c'est une réalité. Ce n'est pas propre au Bénin. Il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique de façon générale, et même dans le monde entier, aujourd'hui, la Terre devient pour l'homme un lieu où ça va être difficile, si rien n'est fait, de vivre. Alors que tout avait été déjà mis en place pour que l'homme puisse vivre, avoir un bien-être au niveau de cette terre. Donc nous vivons actuellement une crise environnementale et aujourd'hui au Bénin, c'est que la surveillance environnementale est très faible. Elle est très faible et je crois que les deux cas que vous avez cités montrent à suffisance qu'effectivement il y a problème en ce qui concerne cette surveillance environnementale. Parce que si, avec l'arsenal, la loi cadre sur l'environnement que nous avons, avec tout le dispositif qui est là, on ne devrait pas assister donc à des phénomènes comme ça. C'est vrai, au-delà des catastrophes qui peuvent survenir, mais je crois qu'on peut anticiper sur un certain nombre de problèmes environnementaux, notamment le cas de Lokozoé. On a pu comprendre avec la conférence de presse donc, le ministère du cadre de vie a organisé par rapport, donc, ou même c'était le Conseil des ministres qui a pris la décision donc, d'arrêter cette usine jusqu'à nouvel ordre chinoise qui opère. On ne devrait pas assister à cela parce que avant qu'une usine ne s'installe, il y a une étude d'impact environnemental qui doit être faite. Et cette étude d'impact environnemental donc, permet d'anticiper sur les nuisances
au niveau de l'environnement et voir comment on prend des dispositions pour pouvoir réduire donc ces nuisances-là. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu cette étude environnementale et évidemment que les rejets donc de cette usine-là sur l'environnement, sur donc cette ressource en eau-là, il n'y avait aucun dispositif pour épurer l'eau avant de l'envoyer au niveau de la rivière. Donc malheureusement, tous les rapports qui avaient été faits, c'est-à-dire que l'autorité publique qui doit prendre la décision a traîné les pas, parce que c'est depuis des années que un certain nombre d'organisations, même les habitants, ont alerté des députés de leur localité sur donc ces nuisances-là, mais l'autorité n'a pas cru devoir donc réagir et nous avons traîné ce problème jusqu'à maintenant. Nous avons traîné ce problème jusqu'à maintenant. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Godonou, le cas de Toro est quand même là, encore dans les mémoires. C'est déjà le courant mai que le drame s'est produit. On a vu avec quelle célérité les autorités se sont portées donc sur place. Mais aujourd'hui, quelle est l'information que la population a de l'avenir de ce lac et de son contenu, surtout les poissons qui y sont? Est-ce que tout est pollué? Est-ce que vraiment il y a pollution ou effectivement c'est un malentendu? Je dirais qu'il y a vraiment pollution. Il y a véritablement pollution, mais des résultats des analyses diligentées par le ministère en charge de la question ont montré que véritablement la pollution qu'il y a n'était pas une pollution. Mais pour nous, citoyens, pour nous qui sommes de cette question, et nous pouvons dire qu'il y a véritablement pollution, parce que s'il n'y a pas pollution, vous avez assisté, vous avez vu le nombre de quantités, vous avez vu la quantité de poissons, des tonnes de poissons qui sont morts. Et nous avons vu les images, nous nous sommes déplacés sur le terrain et nous avons vu. Et s'il n'y a pas pollution, qu'est-ce qui a entraîné la mort de ces poissons? Et donc, moi je dis, il va falloir qu'il y ait une contre-expertise par rapport aux résultats que nous ont fournis les structures étatiques chargées de la question. Et donc, par rapport à cette situation, il va falloir que, tel que Alain Tossounon l'a dit, il faudrait qu'on anticipe et que des mesures soient prises quand même pour sécuriser ces eaux et pour qu'on n'assiste plus à ces genres de situations. Alain Tossounon, vous l'avez écouté, il n'y a que, effectivement, une information étatique a circulé sur le cas de lac Toro pour faire comprendre qu'il n'y a pas eu pollution, mais on a quand même dénombré des tonnes de poissons qui sont partis. Vous avez dénoncé aussi la légèreté qui a caractérisé donc l'implantation de l'usine chinoise dans la localité de Logozoré et également l'alerte que les populations ont donnée sur le long terme qui n'a pas été prise au sérieux. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut s'amuser à ce point avec la santé de la population? Non, pas du tout. Il y a la santé de la population, il y a aussi la dégradation de l'environnement. En réalité, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a aujourd'hui une problématique majeure à laquelle notre pays ne fait pas face. C'est la question de la protection des ressources en eau. Donc, et ces deux cas-là montre effectivement que notre pays n'a pas pris suffisamment conscience de ce que représente la ressource en eau. Au 7e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu en Corée du Sud, le thème c'était l'eau pour le futur. C'est-à-dire que on a invité les États à mettre l'eau au cœur du développement. Alors, pour dire que chaque pays devrait prendre conscience qu'il ne peut pas amorcer le développement s'il ne prend pas conscience que l'eau est une richesse importante. Alors, on ne peut pas avoir des ressources en eau sans que, effectivement, on puisse mettre en place donc un cadre institutionnel qui permet de protéger la ressource. Imaginez-vous, vous savez que c'est là où il y a l'eau que la vie se mène. Vous allez comprendre que chaque fois que vous voyez des gens donc quelque part installés, c'est autour d'une ressource en eau. Parce que la vie n'est pas possible sans l'eau. Et on se rend bien compte que nous sommes un pays béni parce que nous avons des ressources en eau du nord au sud. Mais malheureusement,
nous ne prenons pas conscience de la nécessité vraiment de protéger la ressource. Je le dis parce que notre pays a adhéré à cette approche de gestion qu'est la gestion intégrée des ressources en eau depuis 1998. Des efforts ont été faits pour mettre en place un cadre institutionnel qui permet donc de protéger la ressource en eau. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que notre pays est beaucoup plus porté à exploiter la ressource en eau sans se préoccuper fondamentalement de la protéger. Parce que si ce que recommande l'approche, c'est qu'autour des ressources en eau, c'est-à-dire déjà cette approche recommande la gestion par bassin, donc on devrait, et nous avons un certain nombre de bassins hydrographiques dans notre pays, et on doit avoir des comités de bassin, des comités de sous-bassin, et au niveau local, on doit avoir des comités locaux de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les populations, on devrait mettre en place ces comités qui sont chargés de veiller sur le liquide. Absolument. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Aujourd'hui, nous exploitons la ressource. Mais il faut la protéger pour la garantir pour les générations futures. Et pour le faire, c'est qu'il faut s'assurer que cette ressource-là n'est pas dégradée. Non seulement il faut la protéger contre la pollution, mais aussi il faut la gérer rationnellement pour s'assurer que un beau jour, on ne va pas se réveiller et se rendre compte que la ressource a disparu. Je vais vous demander tout à l'heure si l'eau peut finir. Alors, monsieur Koudodou, la pollution des eaux aujourd'hui, c'est d'abord ce qui s'est passé à Toro, c'est ce qui s'est passé également à Logozoré. Mais nous apprenons également que le bassin tel que le décrit Tosuno tout à l'heure, le bassin aujourd'hui dont dispose beaucoup plus le Bénin, c'est du nord vers le sud, mais c'est ce bassin également qui est le grenier de la production, par exemple du coton, d'où l'utilisation massive de pesticides. Est-ce que, au-delà donc des cas avérés de Toro et de Logozoré, les populations du sud du pays en général et béninoises en particulier, de façon générale du moins, et du sud en particulier, sont beaucoup plus sous la menace de la pollution? La population sous la menace de la pollution, vous avez pris le cas des pesticides. Et c'est vrai, les pesticides utilisés s'infiltrent quand il n'y a plus par l'eau de ruissellement dans nos bassins, dans nos eaux, et donc ça pollue énormément les eaux. Lorsque vous laissez les pesticides, nous avons également le gaz d'échappement. Lorsque vous circulez, il n'y a plus, vous savez très bien que la chaussée, au niveau de la chaussée, quand il n'y a plus, l'eau ruisselle, l'eau circule. Mais le fait déjà, et beaucoup ne comprennent pas, le fait déjà que vous avez votre véhicule qui a des pneus, parce que le pneu est constitué d'un certain nombre de matières, et ces matières sont toxiques à l'humain. Et donc, lorsque les véhicules circulent, par exemple, et les pneus s'usent au niveau de la chaussée, ça donne de la poussière, et cette poussière est toxique à l'humain. Et donc, avec la pluie, avec les eaux de ruissellement, ça va vers nos eaux, et nos eaux sont polluées. Et donc, la conséquence est que nous avons des ressources halieutiques telles que les crevettes, les crabes, les poissons, qui sont intoxiqués, même si ces ressources halieutiques ne mourraient pas et qu'on arrivait quand même à les prélever, on consomme, c'est que le Béninois ou le consommateur qui a utilisé ces produits s'intoxique. Et bonjour les dégâts. Donc dans nos assiettes, dans nos assiettes, nous avons la mort. Et en dehors des pesticides, nous avons les déchets solides et ménagers que nous ramassons et que nous exposons, nous amenons vers nos rivières, nous amenons vers nos lacs. C'est vrai, dans certaines zones, dans certaines localités, nous avons des coins de regroupement ou des points de regroupement de ces déchets. Mais toutes les ONG qui sont dans la collecte de ces ordures ménagères ne vont pas dans ces points de regroupement. Ils vont, vous allez, nous sommes à Cotonou actuellement, vous allez dans un certain nombre de quartiers comme Agbator, le long des berges lagunaires, au niveau de Déloupo, Pampa et consorts, vous allez assister à ce qui se passe. Et même les gens transforment ces lacs en de latrines. Alors qu'il y a mille et une manières de pouvoir, même lorsqu'on vit sur l'eau, de pouvoir faire ses besoins. Donc, assainir son environnement. Donc, lorsque
et ces déchets sont transportés vers les rivières et nous avons beaucoup de produits toxiques, de produits cancérigènes qui polluent nos ressources halieutiques. D'après une étude de M. Toussoudon, il ressort que chaque jour, plus de 50 tonnes de monoxyde de carbone sont dégagées par les engins à 2 roues. Donc, à ajouter donc aux pneus qui s'usent, la menace est là, patente. Mais vous évoquez tout à l'heure un aspect très important, l'eau. On connaît donc son cycle. Elle descend donc sur la terre ferme et par évaporation, repart donc dans le ciel, forme des nuages et tombe encore sous forme de pluie. Mais vous estimez qu'un jour, la ressource peut disparaître. C'est quel miracle ça? Non, c'est bien clair. L'eau n'est pas une ressource illimitée. L'eau est une ressource limitée. Donc si vous avez décrit le cycle de l'eau, mais le cycle de l'eau est aujourd'hui perturbé. Parce que, justement, la dégradation donc, des forêts, la dégradation donc, des zones humides a un impact parce qu'il y a une relation étroite entre l'eau et la forêt et entre la forêt et l'eau. Donc ça veut dire que si nous ne protégeons pas donc, les zones humides, c'est que nous allons contribuer à perturber ce cycle-là. Déjà, avec les changements climatiques, il y a donc une réduction de l'ordre de 40%. Hein, des eaux qui tombent. Ce sont les chercheurs qui l'ont dit. Ça veut dire que ces changements climatiques vont davantage donc, contribuer donc, à réduire donc, les eaux de surface que nous avons. Or, les eaux souterraines, ce n'est pas la nappe a une capacité de recharge. Et pour qu'elle se recharge, il faut véritablement que l'environnement ne soit pas dégradé. Donc vous convenez avec moi que si nous ne prenons pas donc, conscience et que nous ne mettons pas en place donc, des mesures pour pouvoir protéger notre environnement, c'est que progressivement, vous parlez de... On dit que la prochaine guerre sera celle de l'eau parce que tout simplement, l'eau est en train de se raréfier. Vous voyez toute la guerre entre Israël et la Palestine, c'est par rapport à la ressource en eau. On ne le dit pas assez, mais plus que le pétrole, l'eau va être un enjeu majeur dans les prochaines années. Vous avez parlé de... Je vais revenir sur la pollution par rapport aux pesticides. Aujourd'hui, dans notre pays, on utilise encore le glyphosate. Alors que vous suivez un peu le débat en France, où au niveau de l'Union européenne et autres, certains pays ont été amenés à interdire donc l'utilisation des pesticides de ce genre-là. Mais chez nous encore, on l'utilise. Et les conséquences sont dramatiques. C'est une catastrophe écologique que nous vivons, l'utilisation abusive et incontrôlée des pesticides. Parce qu'il y a d'abord la question des pesticides qui sont autorisés pour être utilisés dans les champs de coton. Mais il y a un marché noir autour donc d'autres pesticides qui ne sont pas autorisés. Et ce qui arrive, c'est que le contrôle n'est pas d'abord fait. Et même au niveau des pesticides qui sont utilisés, c'est-à-dire il y a une utilisation abusive et incontrôlée. Et ça a des conséquences. Déjà, vous voyez les contenants qui servent donc, après l'utilisation de ces pesticides au niveau des champs, vous voyez les populations s'amusent à utiliser ça pour consommer de l'eau, pour transporter de l'eau et tout ça. Et vous avez, dans cette zone-là, dans le bassin cotonnier, chaque année, il y a des morts qui sont liées à l'intoxication alimentaire. Ça, c'est ce qui est direct par rapport donc, aux hommes. Mais par rapport à la nature, aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'il y ait une étude sur l'impact des pesticides. Il y a déjà des études qui sont faites au niveau de l'université d'Abomey-Calavi qui démontrent qu'effectivement, la nature se dégrade suffisamment. Et si on y prend garde, c'est quoi? Quand vous prenez notre pays, vous voyez la carte un peu, la situation géographique, les eaux, ce sont les eaux du nord qui viennent au niveau du sud. Donc ces eaux donc, drainent tout ce qui a pesticides et cela finit dans nos ressources en eau que nous avons ici. Vous avez l'Ouémé, mais aujourd'hui l'Ouémé se jette, vous voyez, les lagunes, les lacs, tout est pollué aujourd'hui. Il y a des études aujourd'hui qui montrent que les eaux donc, au niveau donc, de nos ressources en eau, les eaux de surface sont suffisamment contaminées. Alors ce qui va arriver un jour, c'est qu'il a déjà dit, les ressources halieutiques sont contaminées. Vous vous rappelez très bien que l'Union européenne avait pris cette décision de ne plus donc acheter nos crevettes
Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui ont démontré que, effectivement, au niveau de nos crevettes, il y avait donc des substances chimiques, donc ce qui ne devrait pas être le cas. Donc je crois que nul n'est à l'abri et il faut véritablement faire de la question donc de la protection de nos ressources en eau une priorité dans notre pays. Ce n'est pas encore une priorité parce que nous pensons avoir suffisamment de l'eau, mais si cette eau, elle est polluée, parce que le danger qui arrive, c'est quoi? Quand vous prenez certaines villes comme Parakou et Djougou, ce sont des villes où la nappe phréatique, pour avoir de l'eau souterraine, c'est très difficile. Ces villes sont alimentées par les eaux de surface, notamment pour Parakou, le barrage d'Opara, et pour Djougou, vous avez ce barrage-là à l'entrée de la ville. Mais si les eaux de surface donc contiennent des substances chimiques qui sont donc qui sont toxiques parce que donc liées à l'utilisation des pesticides, vous convenez avec moi que les populations risquent un jour de consommer de l'eau polluée. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à la SONEB vous dira combien elle dépense énormément pour pouvoir donc traiter cette eau. Mais si la teneur en matière de toxicité est très forte, c'est que un jour arrivera où effectivement on aura des problèmes pour pouvoir donc autour donc du barrage aussi d'Opara, il y a la culture de coton qui se passe, ce qui devrait être interdit. Autour donc du barrage d'Opara, on devrait interdire la culture du coton pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas donc ce transport donc de pesticides dans cette ressource qui est capitale pour cette ville là de plus de 200 000 habitants. Donc principalement la ressource en eau qui permet d'alimenter la ville de Cotonou, c'est le barrage d'Opara. Donc il faut absolument des mesures pour pouvoir contrôler, pour s'assurer qu'effectivement cette contamination par les pesticides, elle est limitée et il faut contrôler cela. Alors on croit quand même être à l'abri quand on va donc à la station pour s'approvisionner donc en carburant, mais malheureusement depuis septembre 2016, il y a un rapport de l'ONG suisse Public Eye qui mettait donc lumière la piètre qualité des carburants disponibles en Afrique et les pratiques peu scrupuleuses des négociants. Et le rapport, entre autres, estime que la teneur en soufre, par exemple, est entre 200 et 100 000 fois supérieure à ce qui est recommandé au niveau de l'Europe. Mais pourquoi ces négociants européens déversent ces produits sur le continent africain? Ils se le permettent parce qu'ils veulent faire beaucoup de profit. Et comme nous avons, des gouvernements qui ne prennent pas conscience de l'enjeu, alors là, les autres font le profit et nous allons avoir les conséquences, nous allons être victimes des conséquences. Moi, je salue déjà cette conscience environnementale très élevée dans ces pays-là. Parce que sans ça, on n'aurait jamais su, en Afrique de l'Ouest par exemple, que nous étions exposés à ce genre de choses. Parce que le rapport dit que c'est près de 7 millions donc, de personnes qui meurent à cause donc, de la pollution par ces différents qu'on appelle le benzène et puis le manganèse que l'on retrouve au niveau de ce carburant-là. Je crois que nos gouvernements ne prennent pas conscience un peu de l'enjeu que représente la surveillance environnementale. D'abord, les pays ne sont pas suffisamment équipés donc, en matière donc, de laboratoire pour pouvoir faire les tests. Parce qu'en réalité, dans la procédure, lorsque donc l'essence arrive au niveau de nos pays, il y a des prélèvements qui sont faits pour s'assurer que, effectivement, au niveau, c'est de bonne qualité ou pas. Vous savez qu'on a fait sous le ministre Yankaja, un effort a été fait par exemple pour que l'essence, au niveau de l'essence, que ce soit l'essence sans plomb. On a fait cette bataille-là. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a relâché. On a relâché par rapport aux autres substances. Parce qu'on n'est pas suffisamment équipé. Maintenant, quand on est équipé, il faut affronter ces différentes sociétés et entreprises donc, qui exportatrices. De grosses firmes. Oui, absolument. Mais je pense que même si ce sont des grosses firmes, ces grosses firmes ne peuvent pas être plus forts que nos États africains. Parce qu'il s'agit de la santé des populations. Et la santé des populations, on ne négocie pas avec. Monsieur Koutodou, aller à la station s'approvisionner en carburant, alors qu'aujourd'hui on déconseille l'essence frelatée qui serait donc suffisamment mal entretenue pour servir donc la population. Mais aujourd'hui, vous allez à la station, c'est pour aller chercher encore la mort. Bien sûr que vous savez, moi, c'est quand j'ai acquis, il y a quelques années, un véhicule. Je l'ai pris sur l'un des parcs automobiles du Bénin.
Et je me suis dit, bon, il va falloir quand même que j'aille à la station et que je laisse le carburant, l'essence de contrebande, venu de l'Est de notre pays. Je suis allé à la station pour prendre le carburant, mais il y a des voyants au niveau de mon tableau de bord qui se sont allumés, et qui sont allumés, du moins, je me suis porté vers un technicien en mécanique et je lui ai posé le problème. Il a fait le diagnostic, il m'a dit, tel voyant signifie que le carburant que vous avez pris est de mauvaise qualité. Je dis, mais comment ça? Comment le carburant que je suis allé prendre à une station-service qu'on nous recommande dans le pays peut être de mauvaise qualité? Il m'a dit, le carburant que nous utilisons ici, quelle que soit la station de service où vous êtes allé prendre ce carburant, ce n'est pas le même carburant qui est utilisé dans les pays développés. J'ai dit, ah bon? Avant que je ne lise et que je ne suive les informations et que je comprenne qu'en réalité, nous parlons du plomb ici. Mais allez en parler tout à l'heure, il a parlé de benzène, de manganèse, je pense bien. Et donc, c'est des substances toxiques qui sont dans le carburant, qui sont dans les produits pétroliers. Et donc, ces produits, ces carburants sont déversés sur nos territoires. C'est comme les produits pharmaceutiques qui sont impropres à la consommation. Le carburant qu'on nous envoie en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, sont des carburants impropres. C'est des produits pétroliers impropres. Et vous savez, ces produits sont beaucoup plus mélangés au niveau des côtes africaines, notamment au niveau du Sénégal, au niveau du Nigeria, nous envoyons. Et ces produits sont envoyés vers les pays africains. Lorsque vous utilisez ce carburant dans votre véhicule, il y a le gaz d'échappement qui est éjecté dans l'environnement. Et ces gaz, ne pensons pas que c'est la faute aux motocyclistes ou automobilistes qui vont qui vont prendre leur carburant au bord des voies. Le carburant que nous prenons à la station, le gaz d'échappement qui sort de nos véhicules contiennent de fines particules qui sont très nocives, qui sont toxiques et qui entraînent des problèmes. Lorsque vous êtes sur votre moto ou même dans votre véhicule, vous avez des fumées qui vous dérangent, vous avez l'irritation, vous avez la toux, il y a des problèmes cardiovasculaires. Des études même ont montré que c'est de l'air impropre là, des gaz d'échappement entraînent la faiblesse masculine, c'est-à-dire ça a des problèmes sur les spermatozoïdes. Vous avez des problèmes de cœur, il y a des problèmes de reins. Tout ça là, c'est le carburant que nous utilisons. Et puis, la population n'est pas informée. Donc, c'est ce à quoi nous assistons. Monsieur Tonsou, il paraît même que, suivant donc les conclusions donc de ce rapport, si rien n'est fait, près de 30 000 personnes mourront prématurément de la pollution atmosphérique. Ben, évidemment. D'ici 2030. Nous connaissons déjà ce phénomène-là. Il suffit d'aller au CNHU, vous allez vous rendre compte que la courbe relative donc, aux personnes qui de plus en plus... Vous consultez pour des problèmes liés. Pour des problèmes liés aux maladies cardiovasculaires, cette courbe-là monte, ne fait que monter. Or, ce sont des problèmes qui, il y a 20 ans, on ne connaissait pas. C'était bien des problèmes rares. Mais aujourd'hui, parce que l'atmosphère, l'air est suffisamment pollué, aujourd'hui, vous avez des maladies qui sont liées à la peau, des maladies, le cancer, qui étaient donc des maladies rares, qui deviennent de plus en plus des maladies fréquentes. Donc je crois qu'il y a véritablement une crise environnementale que nous vivons, et je crois qu'il faut que le citoyen prenne conscience, vraiment, et d'amener par une action collective l'autorité à prendre ses responsabilités. Mais est-ce que vous pensez que c'est illégal, cette vente? Non, la vente, elle est illégale, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même l'essence que nous utilisons doit obéir à un certain nombre de normes. Il y a des normes dans le pays. Maintenant, on se rend bien compte que si ça se passe ainsi, c'est parce que le contrôle n'est pas fait. Ou il y a une complicité? Il y a une complicité, on peut émettre cette hypothèse-là, c'est une hypothèse valable. Il y a une complicité, ou bien nous n'avons pas les moyens, les équipements pour faire le contrôle qu'il faut, afin que, effectivement, donc je crois que
si l'autorité ne prend pas les responsabilités, il faut que les citoyens s'organisent parce que c'est eux qui sont impactés premièrement. Parce que le citoyen, mais nous n'avons pas, le citoyen n'a pas les ressources pour aller se faire soigner à l'extérieur et autres. Donc il faut que les citoyens s'organisent. Encore qu'aujourd'hui, les évacuations sanitaires sont interdites. Ah mais absolument. Donc je crois que, et que on puisse, avec le soutien d'un certain nombre d'organismes internationaux, faire des prélèvements, faire des études pour pouvoir avoir des données. Parce que le problème aussi c'est ça. Dans notre pays, nous n'avons pas les données. Nous ne produisons pas les données qu'il faut. Quel est le coût environnemental lié à la pollution de l'air aujourd'hui? On ne l'a pas. Quel est le coût environnemental lié aux pesticides, à l'utilisation des pesticides et autres? Certes, il y a des études qui sont menées, il y a des recherches qui sont faites par les chercheurs à l'université, mais c'est dans le cadre de leurs recherches. Maintenant, il faut que les organisations non gouvernementales qui travaillent au niveau de l'environnement, dans le domaine de l'environnement, puissent effectivement, avec l'appui des organismes internationaux qui se préoccupent de ces questions-là, puissent mener des études, avoir des données pour pouvoir donc stimuler, c'est-à-dire engager une action collective pour amener l'autorité. Parce que quand vous prenez la loi 4 sur l'environnement, il y a un certain nombre de normes en ce qui concerne la pollution de l'air. Et lorsque la norme, mais vous avez vu, même par rapport au Payot, il y a eu une période dans notre pays où il y avait des contrôles inopinés sur les voies. C'est ça qui nous a amené donc à l'utilisation des motos à 4 temps pour limiter cette pollution donc, qui est liée au gaz d'échappement. Mais vous avez vu que par clientélisme politique, mais on a arrêté ces contrôles au niveau de nos axes routiers. Il faut reprendre avec cela. Donc, pendant que le gouvernement, aujourd'hui de la rupture, affiche vraiment sa volonté donc, de combattre le Payot, c'est qu'il faut aussi absolument que l'essence qui est a priori dit de bonne qualité, aussi qu'on s'assure qu'effectivement c'est la bonne qualité. Ce Goudounou, des pays de l'Afrique de l'Est ont pris des mesures, même en Afrique de l'Ouest, il y a des États qui luttent efficacement donc, pour obtenir quand même les produits de qualité comme le souhaite M. Tossuno. Mais pourquoi dans la plupart de ces pays qui sont indexés par ce rapport, on voit la légèreté? Je dirais que nos décideurs politiques doivent prendre leurs responsabilités. Vous avez parlé d'un certain nombre de pays. Je nomme par exemple le Ghana. Le Ghana qui est en train de suivre depuis le 1er juillet 2017 les instructions, les normes européennes ou les normes même recommandées par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et paraît-il que la teneur normalement en soufre devrait être au plus de 10 parties par million. C'est le thème qu'ils utilisent. Et donc, 10 particules 10 par million. parties par million, c'est normalement la norme. Mais vous savez que ce que nous utilisons dans nos pays, dans nos stations-service, ça va jusqu'à 3000 parties par million. 3000. Le Ghana aujourd'hui est arrivé à importer uniquement du carburant en faible teneur de soufre. Et donc le Ghana prend au maxi aujourd'hui 50 parties par million. Et donc, le Ghana, les dirigeants ghanéens n'ont pas de tête. Les dirigeants ghanéens ne sont pas des extraterrestres. Et donc, je dis, lorsque le Bénin lutte contre l'essence venue de l'Est de notre pays, l'essence de contrebande, il va falloir que des mesures urgentes soient prises au moins pour lutter même contre ces produits qu'on nous amène et qu'on distille dans des stations-service. Sinon, c'est de la pure légèreté et je pourrais dire que, entre griffes, c'est une complicité énorme pour donner à manger, pour donner à bouffer aux pays européens, aux pays occidentaux qui nous envoient ces carburants. Lorsque Alain parlait tout à l'heure, il a parlé du coût économique. Mais lorsque vous êtes dans un état et que la pollution atmosphérique est trop forte, lorsque le carburant tout simplement que nous prenons dans nos véhicules, voyez, mettez-vous au carrefour, aux différents carrefours de nos artères, vous allez voir la quantité de fumée que nous inhalons. Mais lorsque les gens tombent malades, lorsqu'ils vont dans les centres de santé, ils dépensent.
ils dépensent énormément. Ça a un coût. Nous ne pouvons pas aller prendre notre argent pour aller acheter de carburant pour nous intoxiquer. Et je dis, moi j'ai pitié de nos agents de sécurité, par exemple, qui se mettent ou qui sont à nos carrefours pour réguler la circulation. C'est des gens qui inhalent énormément de la poussière, qui inhalent énormément l'oxyde de soufre, l'oxyde d'azote et autres polluants qui se retrouvent dans ces gaz d'échappement. Il va falloir que nos autorités étatiques prennent leurs responsabilités. Alors, tout souvent, vous l'avez évoqué, la loi cadre sur l'environnement, il y a quand même des mesures qui sont donc prévues, mais malheureusement ne sont jamais appliquées. Vous demandez aujourd'hui aux citoyens, à défaut donc de l'autorité étatique, aux citoyens de prendre donc leurs responsabilités, mais on ne peut pas revendiquer s'il n'y a pas de normes. Non, les normes existent. Les normes existent. Les normes existent. Maintenant, c'est que les normes ne sont pas appliquées. Et quand vous prenez la loi cadre sur l'environnement, il y a deux principes majeurs, dont le principe pollueur-payeur. Donc, mais on se rend bien compte que... Vous voulez demander aux stations-service de payer? Non, le problème, ce n'est même pas aux stations-service. Donc, qui importe comment on appelle ce carburant-là? Donc, je crois que nous, on doit situer les responsabilités. Il faut interpeller l'autorité publique. Il faut amener donc la société qui importe, effectivement, à payer ce coût environnemental qui est lié un peu à l'essence de mauvaise qualité qui entre dans notre pays. Et les normes existent. Si vous demandez, les normes existent. Et nous avons, la loi cadre sur l'environnement a prévu un certain nombre de dispositions pour sanctionner donc tout contrevenant donc, par rapport donc, à ces normes-là. Moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est que la question environnementale est une question négligée. Elle ne bénéficie pas encore suffisamment. Nous avons parlé de la pollution des ressources en eau, on a parlé de la pollution de l'air, mais on se rend bien compte que au niveau de chaque domaine, qu'il y a encore une légèreté dans l'application donc de la loi. Et ça, je crois que le citoyen, moi je dis le citoyen, aujourd'hui, peut intenter, peut même poursuivre l'État par rapport à la mauvaise qualité donc de l'air ou à la dégradation de l'environnement. Donc il suffit que, même dans la loi cadre sur l'environnement, il est prévu que les organisations qui travaillent donc dans le domaine de l'environnement peuvent intenter. Vous avez vu, la dernière fois, on a interpellé, au nom de cette loi cadre sur l'environnement, on a interpellé des cadres au niveau de la municipalité de Cotonou par rapport donc à la question des espaces verts et aux déchets. Donc je crois que il faut qu'on s'organise de mieux en mieux. Si l'autorité ne prend pas ses responsabilités, il faut l'interpeller, il faut l'amener à effectivement. Parce que vous voyez la ville de Cotonou, on a parlé un peu de la pollution de l'air et tout, mais voilà une ville depuis je ne sais combien d'années n'a pas un transport en commun efficace. Quand vous sortez du Bénin, vous allez même dans des pays comme le Maroc, comme l'Égypte et autres, mais au moins vous avez, même à Dakar et autres, même à Abidjan, vous avez ce transport en commun qui est développé. On ne peut pas comprendre que dans notre pays, que jusqu'à présent, qu'on n'ait pas encore un transport en commun efficace. Au Nigeria, tout près, il y a déjà le tramway qui est mis en route et autres. Mais nous devons nous inspirer de ces pays-là pour pouvoir avancer. Il y a le transport en commun, mais je vais aussi parler des véhicules venus de France. Mais au Sénégal, vous ne pouvez plus maintenant importer des véhicules qui sont âgés de plus de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre pays? Notre pays est devenu un dépotoir. Et ce n'est pas normal. Parce que plus le véhicule est vieux, plus il pollue l'environnement. Et nous savons quoi faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut des mesures incitatives, des exonérations, pour que les concessionnaires de véhicules, c'est ceux-là qui vendent les véhicules neufs, pour qu'on puisse baisser le prix, pour que le fonctionnaire, c'est-à-dire puisse acheter des véhicules neufs. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je crois que avec l'avènement de la loi sur les changements climatiques, il a été clairement dit que on doit promouvoir donc l'achat de véhicules neufs et autres, le transport en commun. Il faut maintenant qu'on soit derrière l'autorité, qu'on soit exigeant par rapport à la qualité de l'air, par rapport donc à la qualité de l'environnement, pour qu'on s'assure qu'effectivement que les mesures qui sont prévues donc par cette loi sur les changements climatiques, que ces mesures-là soient effectivement mises en route pour que nous puissions améliorer
donc notre environnement. Alors, améliorer notre environnement, il paraît que le Bénin a souvent les meilleurs tests, mais l'application pose problème. Dans le cadre de l'environnement, vous réalisez la même chose? Oui, monsieur le journaliste, je prends tout simplement le test qui demande à ce que l'individu qui pollue paye. Et ça a été mis en application ici au Bénin. C'est sous, je pense, le ministre Luc Nyakadia. Et lorsque vous êtes usager de route, vous devrez savoir, lorsque vous prenez votre véhicule, que ça soit à 2 ou 4 roues et plus, et que ça dégage assez de la fumée, déjà, vous allez vous inquiéter. Vous vous dites, est-ce qu'arrivé à tel carrefour, on ne va pas m'interpeller? Et en cette période-là, tout le monde demande où est-ce qu'ils sont. Les agents qui contrôlent là, ils sont où? Et on essaie de voir les axes où ils ne sont pas, et on prend par là, pour ceux qui estiment que leurs motos ont des problèmes. Mais c'est où le principe là? Pollueur-payeur. C'est où aujourd'hui? Et donc moi je pense que lorsque les autorités béninoises se lèvent et pour la sécurisation du Béninois, du citoyen ou de la population béninoise en luttant contre le non-port de casque, en luttant contre l'alcoolisme au guidon ou au volant, en luttant également, en demandant aux citoyens qui sont dessus des véhicules ou à bord des véhicules à 2 roues de prendre par les pistes cyclables, il va falloir que pour la sécurisation des citoyens béninois, il va falloir que ce principe de pollueur-payeur revienne. Et là, on saura que le Bénin continue sa lutte dans ce sens-là. Alain l'a dit, ce n'est pas seulement des privés qui importent le carburant. Moi, je dis, ce n'est pas seulement le privé qui importe le carburant impropre. Même l'État a des stations-service. Et le carburant qui vient également là, c'est du carburant inaccepté. Et donc, il va falloir que beaucoup de choses soient faites à ce niveau. Sinon, les autres luttes que nous sommes en train de, que les autorités étatiques sont en train de mener, nous allons dire que c'est de la poudre, comme on le dit, jetée aux yeux des Béninois. Et il faudrait que les tests soient appliqués. Nous avons des tests. Nous avons la loi 4 sur l'environnement. Et lorsque vous avez des tests, vous avez l'obligation de respecter et de mettre en application ces tests. Tout ce qui est contenu dans la loi cadre de l'environnement et qui n'est pas appliqué, il va falloir que peut-être des ONG, telles que M. Tossounon a dit, que ces ONG se regroupent et fassent un lobbying en direction du pouvoir étatique pour que quelque chose soit fait. Que quelque chose soit fait, M. Tossounon, dans 30 secondes, vous allez donc conclure cette émission. Oui. Non, moi je voudrais donc vous remercier pour le travail que vous faites, parce que je dois dire que d'abord, le travail doit commencer par l'interpellation. Il faut qu'on en parle. Parce que très souvent, ce n'est pas des questions qui sont à l'ordre du jour, donc des débats au niveau de nos médias. Donc moi, je vous félicite pour le travail que vous faites. Maintenant, il faut aussi que, si l'autorité ne prend pas ses responsabilités, que le citoyen, il a la capacité aujourd'hui, même tout ce qu'il y a comme, je dois dire, tests en matière de protection de l'environnement, je crois que de plus en plus, les citoyens dans les autres pays s'organisent pour interpeller l'État au niveau de la justice. Donc je crois que nous devons nous organiser pour amener l'autorité politique et l'autorité publique à faire le travail qu'il doit faire. Stanislas Godonou, expert en gestion de risques et catastrophes, merci d'avoir participé à cette émission. Alain Tossounon, journaliste spécialiste en eau et environnement, coordonnateur régional du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement de l'Afrique de l'Ouest. Merci également pour vos éclairages. Merci. Ce sera donc tout pour cette émission consacrée donc à la pollution environnementale en Afrique de l'Ouest et surtout la problématique de la santé de la population. Chacun à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur SICA.